Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je le disais à l'instant, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu ce jeudi au Palais Rose Dr Cheikh Tidiane Gadio, envoyé spécial du président sénégalais. Il est porteur des messages du président Macky Sall à son homologue Idriss Déby Itno. Mamat Ngartomia Biambay. Les relations séculaires d'amitié et de fraternité entre le Tchad et le Sénégal sont au beau fixe. C'est dans ce cadre de concertation permanente que le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu ce jeudi matin pendant plus d'une trentaine de minutes Dr Cheikh Tidiane Gadio, envoyé spécial du président Macky Sall. Cheikh Tidiane Gadio a souligné à sa sortie de l'audience présidentielle que les présidents Idriss Déby Itno et Macky Sall, tous deux grands panafricanistes, ont une convergence de vues sur l'unité du continent et le développement de l'Afrique. De tous les leaders africains actuels, le président Idriss Déby Itno a joué un rôle très important au sein de l'Union africaine et au sein des communautés régionales pour pousser l'agenda panafricain. À la question de savoir si son pays, le Sénégal, est prêt à juger l'ex-dictateur Hissène Habré, l'émissaire sénégalais a réaffirmé la volonté du président Macky Sall de tout faire pour faire aboutir le dossier Habré pour la dignité africaine. Il faudra faire ce qui est dans l'intérêt de l'Afrique, qui est aussi de défendre la dignité des Africains et de prendre en charge nos propres problèmes, arrêter de les exporter ou de les sous-traiter par d'autres. Et c'est là la décision qui a été prise de juger Hissène Habré, et je crois avec le soutien entier et total du président Déby et du peuple tchadien. Le peuple tchadien a droit à la vérité et a droit à la justice. C'est convaincu de la disponibilité du chef de l'État Idriss Déby Itno à faire avancer le panafricanisme que l'ancien ministre d'État sénégalais aux Affaires étrangères et ancien professeur à l'école de journalisme de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le docteur en sciences de l'information et de la communication, Cheikh Tidiane Gadio, a quitté les perrons du palais présidentiel. Au cours de l'audience présidentielle, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, avait à ses côtés le secrétaire général de la présidence de la République, Hassan Saline, et le directeur du cabinet civil à la présidence, Jim Rangar Dadnadi Joseph. Et puis cette mise au point de la Direction générale de la communication de la présidence de la République, les autorités tchadiennes constatent que depuis un certain temps, les médias publics français, plus précisément RFI, se livrent à un lynchage médiatique de la République souveraine du Tchad à travers la personne de son président de la République, chef de l'État. Ces derniers auraient, selon ces médias, boycotté le 14e sommet de la francophonie, liant cela à une rencontre entre les présidents français et tchadiens prévue et non tenue le 8 octobre 2012 à Paris. Les services de la présidence tiennent à préciser que cette campagne n'a d'autre dessein que de discréditer les institutions républicaines tchadiennes et de nuire aux bonnes relations tissées par l'histoire entre les deux pays. La Direction générale de la communication de la présidence de la République rappelle à RFI que le président Idriss Déby Itno était à Mongono en République de Guinée équatoriale en réponse à un engagement bien pris avant le 12 octobre 2012. Mais la francophonie n'a pas été négligée pour autant puisque le Tchad a été représenté par le Premier ministre chef du gouvernement au sommet de Kinshasa. S'agissant des déclarations du député Yorongar Ngarledji, savamment distillées pour salir l'image du pays dont il se prétend ressortissant. La direction générale tient à préciser que celui-ci se livre à son sport favori, à savoir la diffamation et le dénigrement. Yorongar raconte, comme dans ses habitudes, des contre-vérités pour s'attirer la sympathie de ses principaux bailleurs. La direction générale de la communication de la présidence de la République met au défi M. Yorongar de présenter son carnet de santé ou son certificat médical dûment délivré par un médecin assermenté. Ce communiqué, donc cette mise au point donc, est signé du directeur général Dieudonné Dionabay. À l'image de plusieurs localités de notre pays, la ville de N'Djamena est, comme vous le savez, le théâtre des sinistres liés aux inondations de plusieurs quartiers suite à des pluies diluviennes qui se sont abattues cette année. Pour mesurer l'ampleur des dégâts occasionnés par le débordement du fleuve Chari, le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale a effectué une descente ce matin dans le 9e arrondissement de la capitale. Le compte rendu de Estelle Abdelkader. L'eau
source de vie, devient ces derniers temps source d'ennui pour les populations. Le débordement du fleuve Chari et l'Ogone ne cesse de causer des dégâts matériels dans les ménages. Ici, dans le 9e arrondissement, de nombreuses habitations sont englouties. Face à cette situation, le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Mohamed Ali Abdallah Nassour, déplore cette situation. Il est à prendre au sérieux et faire très rapidement des actions concrètes en impliquant tous les acteurs, que ce soit au niveau de la mairie, que ce soit au niveau du ministère de l'aménagement du territoire, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du ministère de la Santé, de telle sorte que ce que nous allons faire doit être harmonisé et créer une certaine synergie pour que les actions parallèles cèdent la place à un mécanisme de coordination et des actions concrètes sur le terrain pour prévenir et intervenir s'il le faut. Selon les techniciens du dit ministère, cette situation est similaire à celle vécue en 1988. Restons dans le même ordre d'idées pour parler d'une autre visite effectuée par le chef du département de l'enseignement primaire, Faytou Etienne, et le représentant adjoint de l'UNICEF, Dr Marcel Ouattara, sur le site des sinistrés de Toukoura. Les deux personnalités ont procédé au lancement de la rentrée scolaire 2012-2013. Grâce à cet appui, les élèves sinistrés du 9e arrondissement ont renoué avec les salles de classe. Reportage Krangatam Irima. L'eau a pris notre maison et notre école. Je suis venue ici pour fréquenter. L'espoir perdu est retrouvé pour ces filles et garçons dont les parents sont victimes de l'inondation. Ici, les fournitures scolaires sont gratuites et les enseignants sont dépêchés par le ministère de l'Éducation afin de remédier aux difficultés que vivent les enfants sinistrés. Pour Soumoubé, instituteur enseignant de la classe cours moyen 2e année, la rentrée se déroule dans de bonnes conditions. Nous sommes maintenant satisfaits parce qu'avant on s'inquiétait. Notre école est inondée et peut-être on se disait peut-être on va reprendre les cours à partir de décembre. Mais si l'UNICEF est venu à l'aide là, c'est que nous sommes déjà satisfaits. C'est pour apprécier cette année scolaire en faveur des enfants sinistrés que le ministre Faytou Etienne est descendu à Toukoura. Également présent le représentant adjoint de l'UNICEF, Dr Marcel Ouattara, qui a remis du matériel didactique au ministre de l'enseignement primaire pour soutenir les élèves. Pour Dr Marcel Ouattara, ce acte traduit la bonne coopération entre le Tchad et son institution pour le bien-être des enfants tchadiens. L'UNICEF nous a aidés, a d'abord aidé les parents à trouver un toit sur les tentes. L'UNICEF, en nous donnant ces tentes qui tiennent lieu de salles de classe, a prévu des kits pour les enfants et aussi du matériel didactique pour les enseignants. Nous venons de remettre à ces enseignants-là ces matériels, des mallettes contenant matériel pédagogique. 5 salles de classe, 4 inspections, c'est le dispositif mis en place par le ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique et son partenaire UNICEF. Cette haute classe devait être installée prochainement, un dispositif qui sauve une année scolaire et redonne le sourire à ses enfants. Et puis le ministère de l'enseignement secondaire et son staff, le ministre de l'enseignement secondaire et son staff ont bouclé aujourd'hui leur visite dans les différents lycées de la capitale. Omar Ben Moussa s'est imprégné lors de cette tournée des difficultés qu'éprouvent ces différents établissements de la place. Mamad Abakar Seydouna. C'est par le lycée moderne de Guinée-Bordé Farsha que le chef du département de l'enseignement secondaire, Omar Ben Moussa, a commencé sa visite. Ici, la rentrée effective. Le ministre s'est entretenu avec les responsables de cet établissement sur les difficultés qu'ils éprouvent à cette nouvelle rentrée des classes. Ces derniers soulignent l'insuffisance des enseignants scientifiques, du mobilier et la création d'une classe de première S. Au lycée Djougoulié, l'on exprime plutôt des besoins en professeurs littéraires et en matériel didactique. Du côté du lycée Al-Iman, le proviseur et les parents d'élèves déplorent le manque de salles de classe et l'insuffisance des enseignants qualifiés. L'absence des maîtres d'éducation physique et sportive était la préoccupation de tous les lycées visités. Au lycée Ibrahim Mamad Itnou, qui a constitué la dernière étape de la tournée, l'on émet le vœu d'avoir une bibliothèque et l'équipement des laboratoires. Il y a effectivement un certain nombre de perturbations dues
des fois à l'organisation de la deuxième session du baccalauréat, qui perturbe un peu. Certains professeurs sont retenus pour la correction du baccalauréat. Donc c'est pour cette raison qu'il y a des petits problèmes, mais je crois qu'à partir de la semaine prochaine, tout sera réglé. Je constate que les proviseurs, les personnels de manière générale est déjà engagé pour pouvoir vraiment commencer la rentrée scolaire 2012-2013 dans de bonnes conditions. Ils sont tous animés d'une bonne volonté et ça me rassure beaucoup. La mobilisation des ressources humaines préoccupe le ministère de l'enseignement secondaire. Le ministre a souligné tout au long de sa tournée que les insuffisances en enseignants qualifiés seront immédiatement palliées. Rentrée académique 2012-2013 dans les universités, le chef-lieu de la région du Ouadaye est à l'honneur cette année. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et technique, Makaï Taïso, a lancé officiellement cette rentrée académique sous le signe d'un nouveau départ. C'était en présence des autorités administratives, civiles et militaires de la région. Souleymane Diapo et notre envoyé spécial à Béché, son reportage. Le choix de la ville d'Abéché pour célébrer la cérémonie de lancement officiel de la rentrée académique est très bien justifié par le département de l'enseignement supérieur. Après N'Djamena, le chef-lieu de la région du Ouadaye est le seul à bénéficier des grandes écoles d'enseignement supérieur. C'est également pour honorer cette région qui est comptée parmi celles qui ont formé des cadres et agents de l'administration publique qu'une partie de la sommité de l'enseignement supérieur du pays s'est donné rendez-vous à Abéché. Présentant les différentes institutions universitaires de la région du Ouadaye, le directeur général de l'Institut universitaire des sciences et techniques d'Abéché, Yacoub Halaoulaou, a salué l'abnégation du corps enseignant. Le gouverneur de la région du Ouadaye, Kedala Younous, s'est félicité de l'organisation du lancement officiel de la rentrée académique dans la ville d'Abéché. Il entend exécuter convenablement la politique du gouvernement orientée vers l'enseignement supérieur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et technique, Makaï Hassan Taïso, a tout d'abord fait le bilan de l'année écoulée avant de saluer les négociations engagées par le gouvernement avec les partenaires sociaux. Les négociations engagées par le gouvernement avec les partenaires sociaux ont permis, grâce à un effort partagé, de faire aboutir l'année académique 2011-2012 et d'organiser les examens de fin d'année dans la sérénité à la satisfaction de tous. Car cela fait bien plusieurs années que nous n'avions pas connu de vacances et mieux, les débuts et les fins d'année académiques étaient un véritable casse-tête. La poursuite des discussions au sein du cadre de concertation permet d'envisager la nouvelle année académique avec plus de sérénité. En ce début de l'année académique, les ministres exhortent les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes dans le respect strict de la déontologie et de l'éthique. Avec le système LMD, précisent les ministres, il n'y a aucune place pour les étudiants laxistes et les indisciplinés. Dans un proche avenir, seront organisés les états généraux de la recherche, informe le ministre de l'Enseignement supérieur, Makaï Hassan Taïso. Cérémonie de remise des ordinateurs portables aux étudiants de l'université du Sar dans le Moyen-Chari. 143 ordinateurs sont remis à ceux-ci pour un bon démarrage de l'année académique 2012-2013. Ce don du président de la République est salué par le secrétaire général de l'association des étudiants du Sar, Didaina Toingé, exhorte à cet effet ses collègues à faire preuve d'abnégation pour le développement du Tchad. Officiant la cérémonie, le gouverneur de la région, Mohamed Maouloud Izzadine, a rappelé aux étudiants que l'objectif global de l'université de Sar est la vulgarisation des connaissances des techniques agricoles au monde rural. Revenons sur place ici à N'Djamena, le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers le Fonds national de développement du sport, a organisé une journée d'échange et de sensibilisation des fédérations sportives nationales. Objectif, étudier le mécanisme de financement des activités par le FNDS. Nobadumbaye Talomati. Le ministère de la Jeunesse et des Sports cherche les voies et moyens pour instaurer une collaboration prenant en compte les critères d'éligibilité pour le financement des activités des fédérations nationales. Le Fonds national pour le développement du sport est une structure d'appui aux promotions du sport.
Pour son président, l'institution ne peut soutenir que des activités qui cadrent avec ses programmes et sa vision pour le développement du sport tchadien. Au-delà de tout, le ministère de la Jeunesse et des Sports souhaite que le Fonds national pour le développement du sport privilégie l'approche participative. C'est pourquoi il invite les participants à se pencher longuement sur les processus d'intervention du Fonds national pour le développement du sport et les critères d'éligibilité des activités des disciplines sportives à financer. Vos discussions porteront sur 2 points essentiels. Il s'agit de la présentation du mécanisme de financement de vos activités par le Fonds national de développement des sports et d'un aperçu global de la situation administrative des fédérations nationales sportives. Je vous exhorte donc à mener des débats constructifs qui permettront d'avoir une vision aussi nette que possible sur le processus d'intervention que le Fonds national de développement des sports entend opérer. Le chef du département de la jeunesse d'ajouter que l'e-sport, c'est d'abord l'éducation, l'intégration et l'ouverture aux autres. Il souligne que le développement des activités sportives constitue aussi la fierté nationale. Arrivé en fin de mission au Tchad, le coordonnateur pays de l'ONU SIDA, Dr Marc Saba, a été décoré cet après-midi par le secrétaire d'État à la santé publique Youssouf Hamad Moussa. Il a été élevé au rang de l'officier de l'ordre national du Tchad. C'est une marque de reconnaissance pour les efforts fournis durant les 3 années de son mandat dans la lutte contre le SIDA. Dr Marc Saba a exprimé toute sa gratitude aux plus hautes autorités du pays qui l'ont aidé dans l'accomplissement de sa mission. Et puis à l'occasion de la semaine nationale de l'arbre, le chef d'état-major général de l'armée de terre, le général de brigade Ismaël Houroussiam, accompagné de son chef d'état-major, le colonel Tidjane Ismaël Sougour, et ses compagnons de BMB 2, B3, B4 et B5 ont mis en terre plusieurs plans ce matin au quartier Atron, une manière pour eux de contribuer à la lutte contre la désertification qui avance à grands pas. Le programme d'appui à la justice au Tchad, je le disais dans les titres, a présenté ce matin les résultats d'une enquête sur la délinquance dans la ville de N'Djamena. C'est à la faveur d'un atelier qui a vu la participation de toutes les sensibilités œuvrant dans la lutte contre la criminologie. Gandata Ouamia. Les tout premiers résultats du rapport d'enquête sur la tendance de la criminalité dans la ville de N'Djamena sont rendus publics. Réalisé par le programme d'appui à la justice au Tchad, PRAJUST, sur le financement de l'Union européenne, cette enquête s'est fondée principalement sur la collecte des données de base sur la criminalité auprès des commissariats de police et des brigades de gendarmerie des 10 arrondissements de la ville de N'Djamena. Il ressort des résultats de cette enquête qu'il y a une recrudescence de la criminalité dans la ville de N'Djamena. Cette enquête a permis de recueillir les données sur les infractions des années 2010 et 2011. Les statistiques extraites de l'enquête en cette période sont révélatrices. Au vu de ce constat, des principaux résultats, les atteintes aux biens sont de l'ordre de 2089 faits, soit 50,25. Les atteintes aux personnes sont de l'ordre de 1061 faits, soit 25,52. Les autres infractions graves sont de l'ordre de 759 faits, soit 18,25%. Les homicides sont de l'ordre de 130 faits, soit 3,12%. Et les infractions relatives aux drogues sont de l'ordre de 118 faits, soit 2,83%. De ces résultats, il ressort que le 8e arrondissement détient la palme d'or des infractions, suivi du 1er et du 7e arrondissement. En tout état de cause, cette enquête doit permettre aux décideurs locaux, aux intervenants dans la gestion des affaires criminelles, aux ONG nationales et internationales d'entreprendre des actions concrètes dans leur stratégie. Elle permettra également à l'État d'élaborer une politique anticriminalité. Enquête pilote, celle-ci ouvre la perspective de s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Conférence de presse ce jeudi de l'Agence française de développement AFD. Elle est relative à la publication de l'étude population, développement et dividendes démographiques au Tchad. Dova Robert. Cette conférence de presse se tient après la publication de l'étude menée par l'équipe de l'Agence française de développement sur la croissance démographique de la population tchadienne.
Selon les études menées, la population tchadienne s'accroît très rapidement et devrait atteindre 50 millions d'âmes d'ici 2050. Cette croissance va engendrer des charges accrues pour les familles et l'État, tant dans le domaine de la santé de reproduction, de la sécurité alimentaire que de l'éducation. Et ainsi, pour que le Tchad arrive à un développement durable, il faut, selon les conférenciers, dès maintenant se préoccuper de la maîtrise de la dynamique démographique. Sensibiliser les différentes couches socio-professionnelles et les partenaires sur l'augmentation rapide de la population, améliorer l'offre et la demande de soins de santé pour les femmes et les nouveau-nés et répondre enfin à la demande des femmes en matière de contraception. Présents à cette conférence de presse, les responsables des différents services du ministère de la Santé publique et autres partenaires. Ils entendent multiplier les campagnes de sensibilisation et d'information afin de contribuer au bien-être de la population. Activité des bureaux de soutien, les militants du groupement Al-Ouida de 300 bureaux de soutien au MPS ont organisé un pré-congrès à l'occasion, en prélude au 5e congrès du mouvement patriotique du salut. C'était hier après-midi au quartier d'Iguel dans le 8e arrondissement. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été évoqués. Il s'agit entre autres des réalisations faites par le président de la République, président fondateur du mouvement patriotique du salut pour le développement socio-économique du pays. Parlons religion, comment entrer, posséder, jouir et conserver sa destinée, c'est le thème d'un séminaire de restauration qui a lieu depuis hier après-midi à N'Djamena, organisé par les Chantres Unis du Tchad. Les participants seront fortifiés par le prophète Étienne Dossou, de nationalité béninoise, sur le planning qui a précédé la création de l'humanité. Anastasie Bissi. La destinée est l'intention originelle de la création d'une personne ou d'une chose par son créateur. C'est aussi la fin espérée d'un homme ou d'une chose par son créateur et non par une tierce personne. Mais comment entrer dans cette destinée pour la posséder, en jouir et la conserver? Voilà la problématique posée pour ce séminaire de restauration initié par les Chantres Unis du Tchad. Selon le président du comité d'organisation, il est triste de constater que les autres éléments de la nature jouent le rôle pour lequel ils ont été créés, alors que l'homme fait à l'image du Créateur n'arrive pas à réaliser sa destinée. À l'exemple de certains patriarches cités dans la Bible, tout homme a une destinée qui ne tient pas toujours compte du contexte. Samuel, Moïse, Esther sont autant de preuves de l'importance de l'accomplissement d'une destinée. Il y a des gens, par exemple, qui veulent être médecins, alors que Dieu les a destinés pour être, par exemple, un mécanicien. Il se retrouve à devenir un médecin, mais il va oublier souvent les sous-os dans le ventre parce qu'il n'a pas été appelé pour faire cela. Donc, la destinée de chaque homme est entre les mains du Seigneur. Maintenant, la restauration, c'est que si nous parlons de la restauration, en fait, l'homme a perdu beaucoup de choses. Sa dignité, l'homme a perdu sa voix, l'homme a perdu sa position, sa place dans le Seigneur de plusieurs manières. Maintenant, pour être restauré, l'homme doit être restauré à 3 dimensions, dans son âme, son esprit et dans son corps. Pour le pasteur Olivier Mbete, il existe plusieurs catégories de personnes. Celles qui prennent des décisions, celles qui subissent ces décisions et enfin, celles qui ne savent pas ce qui se passe autour d'elles, dont sont ignorantes de tout. Il s'agit pour les participants à ce séminaire de déterminer à quelle catégorie ils appartiennent. L'actualité hors de nos frontières Afrique, en bref, nous conduit ce soir en République démocratique du Congo, en Tanzanie et en Tunisie, où la grève de nos confrères tunisiens a trouvé gain de cause. Afrique en bref, sélection et commentaires, Martin Matizo. Les rebelles congolais du M23 qui contrôlent une partie du Nord Kivu menacent de reprendre l'offensive sur la ville de Goma si des négociations directes ne s'ouvrent pas dans les meilleurs délais avec les autorités de Kinshasa. Le président de la branche politique du mouvement vient de séjourner à Kampala, alors qu'un nouveau rapport de l'ONU accuse l'Ouganda et le Rwanda de continuer à armer le M23. Le gouvernement ougandais a qualifié ce rapport de plaisanterie. Kampala demande aux experts de l'ONU de présenter des preuves.
Je voudrais que ce soit très clair et sans équivoque. Pour moi, c'est de la foutaise. De la foutaise. Ce rapport n'est basé sur rien. Le rapport onusien affirme que des unités ougandaises et rwandaises ont soutenu ensemble les rebelles dans une série d'attaques en juillet 2012 pour prendre le contrôle des principales localités du Nord Kivu. Kigali accuse les auteurs du rapport de mener une campagne politique. Des manifestations ont éclaté hier en Tanzanie, dans l'archipel semi-autonome de Zanzibar, après l'arrestation d'un chef musulman accusé d'incitation à la violence pour avoir organisé le saccage d'églises en Tanzanie. Des dizaines de jeunes musulmans ont pris d'assaut les rues de Zanzibar pour exiger la libération de Cheikh Issa Ponda ainsi que celle d'une trentaine d'autres musulmans arrêtés pour vandalisme. Plusieurs églises chrétiennes ont été vandalisées à Dar es Salaam les 11 et 12 octobre derniers. La mobilisation des journalistes tunisiens a donné ses premiers résultats, au terme d'une journée de grève très suivie dans les médias publics et privés. Le pouvoir tunisien a cédé à une revendication des journalistes en annonçant qu'il appliquera 2 décrets garantissant la liberté de la presse. Ces décrets portent notamment sur la protection des sources des journalistes et sur l'interdiction de toute restriction à la circulation de l'information. En France, la banlieue parisienne accueille des sculpteurs africains en plein air. C'est l'occasion pour les artistes africains d'exposer au grand public leur génie créateur. Sophie Pierre. Surprenante, la banlieue parisienne. Juste à côté du grand marché des puces, l'art s'invite dans un ancien parking. Là-bas, c'est nous. Voilà, ça peut préparer l'arrivée. L'association culturelle Amarage de Saint-Ouen amène toutes ses œuvres directement sous le regard des passants. Des œuvres, pour la plupart, réalisées par des artistes africains. Alors, ça va? Voici Joe Big Big. Big parce qu'il aime travailler en grand. Ce sculpteur ghanéen craque pour le grillage, un matériau malléable avec lequel il raconte l'Afrique et le monde. Mais je ne vais pas seulement parler Afrique, ou bien je suis chrétienne, je parle seulement pour les chrétiens, les musulmans. Moi je veux l'unité de tout le monde, quoi. Noir, blanc, tout. Moi c'est ça que je veux. Tour à tour, lisse ou brute, la pierre serpentine intrigue. Elle doit ses transformations aux mains des sculpteurs du Zimbabwe. Un mouvement né dans les années 50 avec des artistes comme Fanny Akuda. Lui choisit parfois le marbre, tout aussi dur que la serpentine. Des matières qu'il travaille en rondeur. Même douceur tout en sourire chez Philippe Berry, qui sculpte ses rêves d'enfant. Les œuvres du Français côtoient celles du Zimbabwe, un pays qu'il a découvert il y a une quinzaine d'années. Tout le monde au Zimbabwe est sculpteur, ça c'est extraordinaire à voir. Donc, tout le monde tape la pierre. On a l'impression d'être dans le village d'Astérix, vous savez, où on entend poc, 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 tous les 100 mètres. Et ils étalent leurs sculptures dans les marchés et il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Simplicité des formes, majesté de la pierre, ces sculptures du Zimbabwe semblent contempler le monde à distance. Dans ce parc urbain, loin de leur Afrique natale, elles attendent de nouvelles rencontres. Retour à N'Djamena, le directeur général de Tigo Tchad, Benoît Jeannin, a animé une conférence de presse pour la présentation du projet Rush for Change, une initiative globale visant à améliorer les conditions de vie des enfants. Adoumbe Hortense. Souriez, vous avez Tigo. Un nouveau slogan qui reflète les valeurs que défend Tigo, le numéro 1 au Tchad, et annonce sa nouvelle initiative. Dénommée Reach for Change, cette initiative destinée à améliorer la vie éducative et sanitaire des enfants traduit l'engagement de Tigo pour les populations. Reach for Change fait de Tigo une entreprise citoyenne et situe les responsabilités sociales de Tigo en Afrique
et plus particulièrement au Tchad. On a le projet Reach for Change qui vise à sélectionner des entrepreneurs sociaux qui vont être financés. En revanche, on continuera à s'engager auprès des communautés en situation d'urgence. Il faut quand même qu'on mette simplement l'accent sur le projet Reach for Change. Mais Tigo ne délaissera jamais les communautés. En cas de sinistre, on sera toujours là pour faire les dons qu'il faut, pour nous engager auprès de ces gens-là, leur témoigner notre compassion par un geste. Donc, il y a des critères qu'on a retenus pour l'exécution de notre budget de responsabilité sociale. Une grande partie ira au projet Reach for Change, mais il y a une partie qui sera réservée aux situations d'urgence et aux situations humanitaires. Face à la presse, Diallo a affirmé que le processus de mise en place de Reach for Change se déroulera bientôt par un appel à candidature, invitant les entrepreneurs sociaux à soumettre à Tigo leurs projets. Après un processus d'évaluation très rigoureux, on va sélectionner 2 projets, vraiment 2 projets. Et ce sont ces 2 projets-là qui feront l'objet d'un financement et d'un accompagnement pendant 3 ans. Donc je répète, le financement annuel par projet est de $25 000. Donc l'équivalent de 12 500 francs. Il ne s'agirait pas de répartir ça dans les projets, c'est pour un projet choisi. Seuls seront retenus les projets innovants avec une portée la plus étendue possible. Fortement que les solutions locales sont les solutions les plus efficaces pour relever les vrais défis. Et donc il y a des gens qui connaissent les défis sociaux, qui les connaissent très bien, qui n'ont pas de moyens de réaliser des projets qu'ils ont pour relever ces défis-là. C'est cela qu'on va accompagner. Parce que là aussi, on veut promouvoir l'entrepreneuriat. Parce que là, vous créez un développement qui va être durable. Donc c'est un choix stratégique qu'on a fait et que nous pensons très efficace. Les dossiers de candidature peuvent être téléchargés sur le site www.tigo.td.com ou retirés directement auprès des agences commerciales de Tigo. Le directeur général de Tigo, Benoît Janin, a saisi l'opportunité pour annoncer le 7e anniversaire de Tigo au Tchad ce 19 octobre. Déjà, plusieurs œuvres sociales ont été exécutées par Tigo. À cette occasion du lancement de Reach for Change, Benoît Janin rappelle au public tchadien les principaux piliers de Tigo. Le premier pilier est notre réseau. Aujourd'hui, notre réseau couvre plus de 78% de la population. Nous allons encore, dans les prochains mois et les prochaines années, continuer à renforcer et à étendre notre réseau. Notre deuxième pilier, c'est celui du meilleur rapport qualité-prix. Nous nous efforçons depuis le lancement d'être l'opérateur privilégié et pour cela, nous offrons le meilleur rapport qualité-prix à nos clients. Vous avez sûrement entendu parler de nos CATIR, qui sont des packages offrant des réductions considérables sur vos appels locaux ou à l'étranger. Nos CATIR permettent aussi de bénéficier d'offres Internet ou de SMS à des tarifs très intéressants. Notre troisième pilier, c'est la confiance que nous accordent nos clients. En effet, les clients de Tigo font confiance à Tigo. Régulièrement, nos clients sont récompensés et reçoivent des bonus attribués en fonction de leur activité. Nous faisons aussi régulièrement des jeux permettant à nos utilisateurs de gagner des prix. Actuellement, nous avons un service SMS, par exemple, qui permet de gagner des moutons pour la Tabaski. Notre dernier pilier, c'est le pilier de l'impact social de Tigo au Tchad. Tout d'abord, Tigo emploie directement plus de 400 employés. De plus, grâce à notre système de distribution, des dizaines de milliers de foyers au Tchad bénéficient de notre activité directement ou indirectement. Selon Benoît Janin, Tigo est une marque qui veut que les gens sourient. Son objectif, c'est de rendre la vie quotidienne plus facile, plus agréable et plus intéressante. Et ceci grâce à sa nouvelle plateforme stratégique globale. Pour un lendemain plus radieux, Tigo entend investir pour les enfants à travers Reach for Change. Tigo s'engage également à fournir l'élan nécessaire pour faire avancer l'économie et promouvoir la prospérité des populations dans le monde et plus précisément au Tchad. Tigo est un véritable opérateur de télécommunications internationales installé dans 13 pays à travers le monde.
Adoumbe Hortense, fin de cette grande édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télétchad. Et n'hésitez pas à nous rendre visite sur www.onrtv.org. À demain, avec le même plaisir. Bonsoir.